Bienvenue sur Zoom et l'émission qui décortique vos sujets pour en extraire la substantifique moelle. Tout à fait. Aujourd'hui, on se penche sur la notion controversée d'état profond aux États-Unis, avec la vidéo du journaliste Johnny Harris comme guide. Oui, ils étaient prêts pour des révélations d'hymnes de films d'espionnage. Absolument. Accrochez-vous, on plonge dans les coulisses du pouvoir américain. Johnny Harris a un talent certain pour rendre l'histoire accessible. Oui. Et avec ce sujet, il nous éclaire sur un siècle de manœuvres politiques et de jeux de pouvoir qui se cachent derrière la façade de la démocratie américaine. Absolument. Et il nous embarque dès le départ avec cette anecdote incroyable sur la crise des missiles de Cuba. Oui. Le monde entier retient son souffle. La menace nucléaire plane. Oui. Et Kennedy se permet un dîner mondain à Georgetown, au lieu de rester confiné à la Maison-Blanche avec ses conseillers. Ouais. C'est assez déconcertant. Non. Oui, c'est un épisode qui en dit long sur la réalité du pouvoir. Ce dîner à Georgetown, c'était bien plus qu'une simple soirée mondaine. Oui. Ce quartier chic abritait de nombreux hauts responsables du renseignement. D'accord. Des diplomates, des journalistes influents. Un véritable centre névralgique du pouvoir informel. Des hommes de l'ombre qui n'ont pas été élus mais qui exerçaient une influence énorme sur les décisions politiques. Exactement. On comprend mieux pourquoi Kennedy préférait les rencontrer en personne plutôt que de passer par les canaux officiels, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est là que la notion d'état profond prend forme. Oui. Un réseau d'individus puissants, souvent non élus, qui agissent en coulisses, en marge des institutions démocratiques. Et pour comprendre la genèse de cet état profond, Oui. la vidéo nous ramène à la Seconde Guerre mondiale avec la création de l'Office of Strategic Services, l'OSS. On est plongé dans un univers digne des romans d'espionnage. Ah oui. Imaginez des banquiers de Wall Street recrutés comme espions. Incroyable. Des opérations psychologiques impliquant des films pornographiques pour démoraliser les troupes d'Hitler. Oui. Des explosifs attachés à des baignoires et largués sur Tokyo. C'est assez fou. L'OSS, c'était l'ancêtre de la CIA. Tout à fait. Une agence créée dans l'urgence avec des pouvoirs immenses et une grande liberté d'action. Oui, C'est un moment clé qui a marqué un tournant dans l'histoire du renseignement américain, absolument. en introduisant des méthodes non conventionnelles et en repoussant les limites de ce qui était considéré comme acceptable. Oui. Et pourtant, à la fin de la guerre, le président Truman, conscient du danger potentiel de cette Gestapo américaine, Oui. décide de dissoudre l'OSS. Mais est-ce que la bête était vraiment endormie ou simplement tapie dans l'ombre? Disons qu'elle attendait son heure. D'accord. Avec la guerre froide et la peur du communisme et la CIA, renaît de ses cendres en 1947. Avec un mandat assez vague sur la sécurité nationale. Et ce mandat flou va ouvrir la porte à une série d'opérations secrètes plus ou moins contestables. On plonge alors dans les heures les plus sombres de la guerre froide. Coup d'État en Iran, au Guatemala, au Chili, soutien à des dictateurs, manipulation électorale, expérience de contrôle mental avec du LSD. Ah oui. On se croirait dans un film d'espionnage. Mais c'est bien la réalité. Une réalité qui pose des questions fondamentales sur le rôle des agences de renseignement dans une démocratie, Oui. où se situe la limite entre la protection de la sécurité nationale et le respect des libertés individuelles, entre la raison d'État et la morale. Des questions qui ont refait surface avec force dans les années 70, Oui, après le scandale du Watergate et les révélations du sénateur Frank Church. tout à fait. Les Américains découvrent alors l'ampleur de la manipulation et de la surveillance illégale menée par la CIA et le FBI. Des journalistes payés par la CIA pour diffuser de la propagande. Oui. Martin Luther King Jr., harcelé par le FBI. Ces révélations ont provoqué un véritable électrochoc dans l'opinion publique. Absolument. Le Congrès a bien essayé de reprendre le contrôle en instaurant des garde-fous et des mécanismes de surveillance. Mais comme le souligne Johnny Harris, lead est difficile à dompter. Difficile à dompter. Et le 11 septembre 2001 va marquer un nouveau tournant. Le traumatisme des attentats sert de prétexte pour renforcer encore l'appareil sécuritaire, au nom de la lutte contre le terrorisme. Oui. Le Patriot Act est voté, les budgets des agences de renseignement explosent et la surveillance de masse devient la norme. C'est ça. On a l'impression que chaque crise, chaque menace réelle ou supposée sert de prétexte pour accroître le pouvoir de cet état profond. C'est une spirale infernale qui s'auto-alimente. Oui. Plus on donne de pouvoir aux agences de renseignement, plus elles ont les moyens d'agir en secret et de justifier leur existence, même si cela implique de contourner les lois et de violer les droits fondamentaux.
Et Edward Snowden en 2013 nous l'a bien rappelé. Big Brother n'est jamais très loin. C'est vrai? Ces révélations sur les programmes de surveillance de la NSA ont mis en lumière l'ampleur de l'espionnage électronique, des écoutes téléphoniques, de la collecte massive de données sur les citoyens. Oui. On se retrouve face à cette question dérangeante, jusqu'où peut-on aller au nom de la sécurité? C'est vrai, cette question de l'équilibre entre sécurité et liberté est au cœur du débat sur l'état profond. On a l'impression qu'à chaque crise, on sacrifie un peu plus de nos libertés au nom de la sécurité, sans forcément de résultats tangibles. Est-ce que ce cycle est inévitable? C'est une question complexe. Ce qui est frappant, c'est la persistance de certaines pratiques au sein des agences de renseignement, malgré les tentatives de contrôle et de réforme. Johnny Harris le montre bien dans sa vidéo, malgré le scandale du Watergate, les révélations du sénateur Church, les réformes mises en place dans les années 70, la machine du secret et de la manipulation n'a jamais vraiment cessé de fonctionner. Oui, on a l'impression que c'est une hydre, on lui coupe une tête et deux autres repoussent. Oui, c'est ça. On a parlé des opérations secrètes de la CIA pendant la guerre froide, des coups d'État, des assassinats, des manipulations électorales. Mais est-ce que ces pratiques ont réellement disparu après la chute du mur de Berlin? Malheureusement non, la fin de la guerre froide n'a pas marqué la fin des interventions clandestines. Ah bon? On a vu la CIA intervenir en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, souvent avec des conséquences désastreuses. Et qui, encore plus inquiétant, c'est cette surveillance de masse qui s'est généralisée après 11 septembre, avec le Patriot Act et la multiplication des agences de renseignement. Tout à fait. On a vraiment l'impression que Big Brother nous observe en permanence. Ne sommes-nous pas en train de créer un système qui nous échappe? C'est une crainte légitime. Oui. Les révélations d'Edward Snowden ont montré que la technologie permet aujourd'hui une surveillance à une échelle jamais vue auparavant. La collecte de données, l'analyse algorithmique, la reconnaissance faciale. Tout cela donne aux agences de renseignement des outils extrêmement puissants qui peuvent être utilisés à des fins contestables. On se retrouve face à un dilemme, comment protéger les citoyens contre le terrorisme et la criminalité, sans pour autant créer un État policier, comment garantir la sécurité sans sacrifier nos libertés fondamentales. C'est le défi majeur auquel nos démocraties sont confrontées. Il est important de ne pas céder à la panique, aux solutions simplistes, aux théories du complot. Il faut avoir un regard critique sur l'histoire, comprendre les mécanismes du pouvoir pour pouvoir défendre nos libertés et notre démocratie. Et justement, la vidéo de Johnny Harris nous invite à nous interroger sur l'identité de ceux qui composent cet État profond. Oui. Qui sont ces individus qui détiennent un tel pouvoir? Sont-ils vraiment des marionnettistes qui tirent les ficelles dans l'ombre, comme le prétendent certaines théories du complot? Il est important de ne pas tomber dans la caricature ou la simplification. D'accord. L'État profond n'est pas un groupe homogène avec un agenda précis. C'est plutôt un réseau informel, une nébuleuse d'individus et d'institutions qui partagent certains intérêts et une certaine vision du monde. Vous dites qu'ils partagent une certaine vision du monde, c'est-à-dire maman. On retrouve souvent chez ces acteurs une conviction profonde que la sécurité nationale prime sur tout le reste, y compris sur les libertés individuelles. Oui. Ils estiment que le grand public n'a pas forcément la capacité de comprendre les enjeux complexes de la sécurité nationale et qu'il faut donc laisser les experts, les professionnels du renseignement prendre les décisions difficiles. C'est un argument qui peut paraître séduisant, mais qui est aussi assez dangereux. Non, on se retrouve avec une élite qui décide de ce qui est bon pour le peuple sans forcément lui rendre de compte. Absolument. Et c'est là que le secret, l'absence de transparence, devient un terreau fertile pour les abus de pouvoir. Oui. Lorsque l'on opère dans l'ombre sans aucun contrôle extérieur, il est facile de se laisser entraîner dans une spirale infernale, de justifier l'injustifiable au nom de la sécurité nationale. On l'a bien vu avec les opérations clandestines de la CIA pendant la guerre froide, avec le programme de surveillance de masse après le 11 septembre. Tout à fait. Ces dérives sont-elles toujours le fait d'individus mal intentionnés, ou est-ce que c'est la culture du secret, une certaine logique de groupe qui pousse à justifier les actions les plus extrêmes? C'est souvent une combinaison des deux. Il y a des individus qui abusent de leur pouvoir, qui agissent par ambition personnelle ou par idéologie. Oui. Mais il y a aussi ce phénomène de pensée de groupe que Johnny Harris évoque dans sa vidéo. D'accord. C'est un phénomène psychologique qui conduit un groupe d'individus, même intelligents et bien intentionnés, à prendre des décisions irrationnelles et dangereuses par conformisme, par peur de s'opposer au consensus. Et cette pensée de groupe est particulièrement prégnante dans les milieux du renseignement, où le secret et la loyauté sont des valeurs cardinales. On se retrouve alors avec des groupes qui se persuadent que la fin
justifie les moyens que les actions les plus contestables sont nécessaires pour protéger la nation. Exactement. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce pouvoir de l'État profond est souvent diffus, informel, invisible aux yeux du grand public. On ne sait pas toujours qui tire les ficelles, qui prend les décisions, qui influence. Oui. C'est ce qui rend ce phénomène si difficile à cerner, à analyser, à combattre. Alors, après ce plongeon dans les coulisses de l'État profond, que pouvons-nous faire en tant que citoyens? Comment s'assurer que les agences de renseignement restent des instruments au service de la démocratie sans devenir des menaces pour nos libertés? La première chose à faire, c'est de rester vigilant, de ne pas prendre pour argent comptant les discours officiels. Il faut s'informer, lire des sources diverses, et développer un esprit critique. Il ne s'agit pas de tomber dans la paranoïa ou le complotisme, mais de se poser les bonnes questions, d'exiger plus de transparence de la part de nos dirigeants. C'est un message important. L'État profond n'est pas une fatalité, une force invincible contre laquelle il s'est vent de lutter. C'est un système humain avec ses failles, ses contradictions, ses limites. Et c'est à nous citoyens de veiller à ce que ce système ne dérive pas, ne trahisse pas les valeurs de liberté et de démocratie qu'il est censé protéger. Absolument. Comme le disait Benjamin Franklin, ceux qui peuvent renoncer à la liberté essentielle pour acheter un peu de sécurité temporaire ne méritent ni la liberté ni la sécurité. C'est une citation qui résonne particulièrement fort aujourd'hui, alors que la sécurité est devenue une obsession, un prétexte pour justifier toutes les dérives. N'oublions jamais que la liberté est un bien précieux fragile qu'il faut défendre sans relâche. Sur cette note de réflexion, on vous laisse méditer sur ces questions. À très bientôt pour un nouvel épisode.